Aujourd'hui, nous allons examiner une affaire datant de la toute fin du XVIIe siècle. Installez-vous confortablement pendant que nous partons pour l'Écosse. Thomas Hunter est né dans le comté de Fife, en Écosse, dans les années 1670. Son père était un fermier prospère qui l'a envoyé à l'école et s'est assuré que Thomas reçoive une excellente éducation. Vers la fin du XVIIe siècle, l'Écosse possédait l'un des systèmes éducatifs les plus avancés d'Europe. Après la Réforme, l'Église d'Écosse accordait une grande importance à l'alphabétisation, afin que les gens puissent lire la Bible par eux-mêmes. Les écoles paroissiales étaient répandues, mais la qualité de l'enseignement variait grandement entre villes et campagnes. Les garçons de familles aisées poursuivaient leurs études dans des écoles secondaires avant d'intégrer des universités écossaises comme St Andrews, Glasgow, Aberdeen ou Édimbourg. Les étudiants universitaires suivaient un large programme classique comprenant le latin, le grec, la philosophie et la logique, avant de se spécialiser dans des matières telles que le droit, la médecine ou la théologie. Ceux voulant devenir ministres restaient souvent à l'université pour des études théologiques supplémentaires. C'est ce parcours éducatif qu'a suivi Thomas Hunter. Il a étudié les lettres classiques à l'université de St Andrews, où il a obtenu un diplôme de maîtrise des arts. Après cela, il a poursuivi ses études en théologie et a fait de très bons progrès, ce qui a amené nombre de ses professeurs à dire qu'ils pensaient qu'il avait un avenir prometteur dans l'Église. Les jeunes hommes préparant le ministère servaient souvent comme précepteurs ou aumôniers dans des familles aisées. Ils instruisaient les enfants de leurs employeurs et assuraient des fonctions religieuses, gagnant ainsi leur vie et de l'expérience jusqu'à obtenir leur propre paroisse. De telles nominations étaient souvent difficiles à obtenir car elles dépendaient des postes vacants, du soutien de protecteurs influents, ainsi que de recommandations favorables de la part des membres les plus anciens de l'Église. En conséquence, de nombreux futurs ministres du culte passaient plusieurs années au service de particuliers avant d'entamer leur ministère. En 1698, Thomas entra dans la maison de M. Gordon, un marchand d'Édimbourg très respecté, et l'un des baillis de la ville. Un bailli était un haut fonctionnaire municipal qui aidait à gouverner la ville, administrer la justice locale et occupait une position d'influence considérable, à peu près comparable à celle d'un échevin ou d'un magistrat à Londres. Le foyer des Gordon était grand et prospère. Il comprenait monsieur et madame Gordon, leurs 2 jeunes fils et leur jeune fille. Ils employaient une femme de chambre qui s'occupait de madame Gordon, des commis qui assistaient monsieur Gordon dans ses affaires, ainsi qu'un certain nombre de domestiques. Thomas Hunter était chargé de l'éducation des 2 garçons, leur dispensant l'enseignement classique, considéré comme essentiel pour les enfants issus d'une famille aisée. Leurs leçons comprenaient la lecture, l'écriture, l'histoire latine, l'instruction religieuse et l'étude des auteurs classiques. Tout cela était conçu pour les préparer à leur futur rôle d'hommes instruits et respectables et à leurs responsabilités éventuelles au sein de la société. Thomas remplit bien ses fonctions et gagna la confiance et le respect de la famille Gordon. Monsieur et madame Gordon le voyaient comme un jeune homme intelligent, capable, d'une excellente moralité et lui faisaient confiance comme précepteur de leur fils. Ils croyaient qu'il était un jeune homme destiné à une carrière respectable au sein de l'Église. Pendant cette période, Thomas a entamé une relation avec l'une des domestiques. Au début, le couple a réussi à garder leur relation secrète du reste de la maisonnée. Malgré les rumeurs parmi les domestiques, personne ne connaissait la vraie nature de leur relation. Et la liaison a duré un certain temps sans être découverte. Un jour, cependant, monsieur et madame Gordon étaient partis rendre visite à des amis. Alors Thomas et la jeune servante se sont retrouvés dans sa chambre, comme ils l'avaient fait à de nombreuses reprises auparavant. Ce jour-là, cependant, ils furent assez négligents pour laisser la porte déverrouillée. Les enfants Gordon sont entrés sans prévenir et ont surpris le couple dans une situation révélant clairement la nature de leur relation. Au début, ni Thomas ni la domestique ne crurent qu'il y avait une raison sérieuse de s'inquiéter. L'aîné des garçons n'avait pas encore 10 ans. Et ils pensaient que les enfants étaient trop jeunes pour comprendre pleinement ce qu'ils avaient vu ou pour le répéter à quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, nous allons examiner un type de cas différent, celui d'un homme nommé John qui possédait une fortune mais a commis une erreur fatale qui lui a tout coûté. John a investi tout ce qu'il possédait dans une entreprise qui semblait solide comme le roc pour découvrir 1 mois plus tard qu'elle avait fait faillite. Il a tout perdu et ce n'est pas surprenant car des études montrent que 66% des investisseurs admettent avoir pris au moins une décision d'investissement qu'ils regrettent. S'il avait eu une plateforme comme Mintos, je suis sûr que son histoire aurait été différente. Mais qu'est-ce que Mintos, me demanderez-vous? En termes simples, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou à des particuliers et vous gagnez des intérêts fixes en retour.
Sur la plateforme Mintos, tout est si simple. Le rendement de chaque prêt est affiché dès le début. Le risque est clair et les paiements quotidiens offrent un revenu passif prévisible. Le tout simplement. Sur la plateforme, je peux filtrer les prêts selon le rendement que je souhaite, le niveau de risque avec lequel je suis à l'aise et même la durée du prêt. Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Donc vous n'avez pas à tout surveiller en permanence pendant que vos rendements sont réinvestis automatiquement. Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est de presque 11%. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous passez par ma chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code pour en profiter. Cher vieux John, s'il avait su, vous le savez. Alors ne ratez pas cette occasion. Cependant, ils se trompaient. Plus tard, à table avec leurs parents, les enfants racontèrent innocemment ce qu'ils avaient vu. Même s'ils n'en comprenaient pas tout sens, leur description suffisait à ne laisser aucun doute à Monsieur et Madame Gordon sur ce qui s'était passé. Les conséquences furent immédiates, et la jeune domestique dut quitter la maison le lendemain. Thomas, cependant, fut traité avec une clémence surprenante. Au lieu de le renvoyer, Monsieur Gordon le laissa rester après qu'il eut présenté ses excuses pour son comportement. Thomas affirma que ses actes étaient le résultat d'une folie de jeunesse, exprima de profonds regrets et promit qu'un tel comportement ne se reproduirait jamais. Les Gordon acceptèrent ses excuses, et pendant un certain temps, Thomas resta dans la maison et continua d'occuper le poste de confiance qu'il occupait auparavant. En apparence, la vie continua comme auparavant. Thomas resta à son poste de précepteur, et pour ceux qui l'entouraient, il pouvait sembler que l'affaire avait été réglée. En privé, cependant, il n'assumait pas la responsabilité de ses propres actes. Au lieu de cela, il blâmait les enfants d'avoir révélé l'affaire et de l'avoir exposé à la honte et à l'embarras qui s'ensuivirent. Au lieu de diriger sa colère contre lui-même, la rancœur de Thomas se concentra sur les jeunes témoins, dont l'honnêteté innocente avait mis en lumière sa mauvaise conduite. Avec le temps, la rancœur se transforma en un désir profond et amer de vengeance. La confiance que la famille Gordon avait placée en lui fut remplacée par une détermination à punir les enfants qu'il tenait pour responsables de sa disgrâce. Avec le temps, son sentiment de rancœur se transforma en un plan soigneusement élaboré. Quand le temps le permettait, Thomas emmenait les deux garçons dans les champs pendant environ 1 heure avant le dîner. Leur sœur les accompagnait souvent, cette sortie étant devenue une routine. La famille n'avait aucune raison de soupçonner un problème. En août 1700, cependant, les circonstances changèrent de façon inattendue. La famille Gordon était dans sa maison de campagne près d'Édimbourg quand Monsieur et Madame Gordon reçurent une invitation à dîner en ville. Madame Gordon souhaitait que ses 3 enfants les accompagnent, mais son mari en décida autrement et ils emmenèrent seulement leur fille. Cet après-midi-là, profitant du beau temps, Thomas emmena les garçons dans les champs, comme souvent auparavant. À quiconque les observait, cela aurait semblé être une promenade ordinaire entre un précepteur et ses élèves, et après un moment, Thomas s'assit dans l'herbe, comme pour se reposer, tandis que les enfants erraient à proximité, attrapant joyeusement des papillons et cueillant des fleurs sauvages. Ignorant du danger qui les guettait, ils continuèrent à jouer, tandis que Thomas se préparait à mettre à exécution la vengeance qu'il avait planifiée. Il sortit un canif et appela les garçons. Au lieu de leur parler en tant que précepteur, il leur rappela le jour où il l'avait surpris avec les domestiques et les accusa de l'avoir couvert de honte en racontant à leurs parents ce qu'ils avaient vu. Il leur dit alors qu'il avait l'intention de les tuer. Terrifiés par ces paroles, les garçons tentèrent immédiatement de s'enfuir. Ils se sont enfuis, mais Thomas les a poursuivis, les a rattrapés tous les deux et les a forcés à terre. Il a maîtrisé un enfant et attaqué l'autre avec son canif. Après avoir tué le premier garçon, il a fait subir le même sort atroce à l'autre. Cela s'était produit en plein jour, en pleine campagne, à moins d'1 kilomètre du château d'Édimbourg. Étant donné l'endroit et l'heure de la journée, il était très peu probable qu'un tel crime ait pu être commis sans être vu par quelqu'un à proximité, et ce fut effectivement le cas. Un gentleman qui se promenait sur Castle Hill avait une vue dégagée sur ce qui se passait, et horrifié par ce qu'il a vu, il a immédiatement donné l'alerte. Il a réuni plusieurs autres personnes et tous se sont précipités sur les lieux où la terrible découverte les attendait. Les 2 jeunes garçons étaient étendus, morts. À ce moment-là, Thomas s'était déjà dirigé vers la rivière voisine, alors certains membres du groupe se sont rapidement lancés à sa poursuite, et juste au moment où il atteignait la berge, ils ont réussi à le saisir. Un messager fut envoyé pour informer Monsieur et Madame Gordon,
qui, à ce moment-là, se préparait à dîner avec des amis à Édimbourg. La nouvelle fut dévastatrice. Le choc ressenti par le père et le chagrin accablant de la mère était impossible à décrire pleinement. Les 2 enfants qu'ils avaient confiés aux soins de Thomas avaient été brutalement assassinés par l'homme même qu'ils avaient accueilli chez eux et en qui ils avaient placé leur confiance en tant que précepteur. La loi écossaise de l'époque contenait une disposition ancienne et rarement utilisée. Pour les cas où un meurtrier était capturé et qu'il existait des preuves irréfutables de son crime, elle stipulait que si un meurtrier était appréhendé avec le sang de la victime sur ses vêtements, il devait être jugé devant les tribunaux du shérif et exécuté dans les 3 jours suivant la commission du crime. Bien que cette loi ne fût pas toujours appliquée dans toute sa rigueur, le crime de Thomas Hunter fut jugé si choquant et brutal que les autorités décidèrent qu'il n'y aurait ni délai ni clémence. La rapidité de la procédure reflétait l'horreur avec laquelle le public avait accueilli les meurtres. Lorsqu'il fut interrogé par les autorités, Thomas affirma qu'il avait eu l'intention de mourir de sa propre main après les meurtres. Il déclara qu'il s'était rendu à la rivière dans l'intention de se jeter à l'eau. Mais avant qu'il ne puisse mettre son plan à exécution, une foule l'avait découvert et l'avait tiré loin de la berge. Il fut placé en garde à vue et conduit en prison où il fut enchaîné au sol toute la nuit afin d'empêcher toute tentative d'évasion. Le lendemain, le shérif convoqua un jury pour entendre l'affaire. Lorsque Thomas comparaît devant les tribunaux, il ne nia pas sa culpabilité. Au lieu de cela, il plaida coupable des meurtres. Pourtant, même lors de ses dernières procédures, il ne montra aucun signe de remords ni de regret. Selon les rapports de l'époque, son seul regret exprimé était de ne pas avoir également tué la fille de Monsieur Gordon ainsi que ses 2 frères. Sa culpabilité étant admise, le shérif prononça une sentence exceptionnellement sévère. Il ordonna que le lendemain, Thomas Hunter soit ramené exactement à l'endroit où les meurtres avaient été commis et que son exécution y ait lieu. Cependant, le shérif déclara que la pendaison ne serait pas la seule punition. Il ordonna qu'avant que Thomas soit exécuté, sa main droite, celle dont il croyait qu'elle avait servi à commettre les meurtres, soit tranchée à la hache. Et ce n'est qu'après cet acte brutal qu'il sera ensuite pendu. Même après sa mort, il n'y aurait pas d'enterrement ordinaire. Le shérif ordonna que le corps de Thomas reste suspendu dans des chaînes entre Édimbourg et Leith, comme un avertissement permanent à quiconque envisagerait de commettre un crime similaire. Il ordonna également que le couteau utilisé lors des meurtres soit placé à travers les mains coupées, qui serait ensuite fixé au-dessus de la structure en bois soutenant ses restes. Chaque partie de la sentence démontrait la détermination des autorités à faire de l'homme qui avait assassiné les 2 fils de Monsieur et Madame Gordon un exemple pour les autres, montrant qu'un crime aussi brutal serait puni par la sanction la plus sévère que la loi puisse imposer. Le 22 août 1700, Thomas Hunter fut exécuté, exactement comme le shérif l'avait ordonné. De nombreuses personnes ont assisté à l'exécution, et pour elles, ce fut un sombre rappel de la sévérité du châtiment qui attendait ceux qui commettaient les crimes les plus violents. À l'époque des exécutions publiques, ces démonstrations visaient à renforcer l'autorité de la loi et à dissuader d'autres de suivre le même chemin. Cependant, le spectacle macabre a continué de bouleverser Monsieur Gordon. Monsieur Gordon empruntait souvent la route entre Édimbourg et Leith, et à chaque passage devant les restes pendus de l'assassin de ses fils, il se rappelait leur mort. Ne pouvant plus supporter cette vue, Monsieur Gordon a demandé au shérif que le corps soit retiré et placé ailleurs. Sa demande fut acceptée, et en quelques jours, le corps de Thomas Hunter fut décroché et de nouveau pendu près du petit village de Broughton, à la périphérie d'Édimbourg. Pourtant, un autre détail fit que le nom de Thomas Hunter resterait associé à une horreur particulière. Juste avant d'être exécuté, il fit une déclaration qui choqua tous ceux qui étaient présents lorsqu'il dit calmement « Il n'y a pas de Dieu, je ne crois pas qu'il y en ait un, ou s'il y en a un, je le défie. » Pour beaucoup de ses contemporains, ces paroles étaient presque aussi troublantes que les crimes qu'il avait commis. Thomas Hunter avait passé des années à étudier la théologie et avait autrefois semblé destiné à une carrière de pasteur. Bien qu'il se soit préparé à prêcher la foi chrétienne, cet homme a fini par rejeter publiquement les croyances qu'il avait étudiées pour défendre. Ces derniers mots, combinés à la brutalité de ses crimes, ont fait en sorte que son nom reste associé à l'horreur pendant des générations. Bonjour à tous et merci beaucoup de nous écouter. Comme d'habitude, laissez vos commentaires ou retours. Et j'espère vous revoir tous lors de la prochaine affaire en bref.